Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné critique, je vais vous parler d'un morceau de choix sur le plan artistique. Pour beaucoup, l'œuvre ultime de son metteur en scène Maurice Pialat, dont j'ai traversé la filmographie ces derniers mois et ces dernières années. J'en arrive ici à son avant-dernier long métrage, sorti en 1991, Van Gogh, biopic, je reviendrai sur ce point, du célèbre peintre néerlandais très francophile, qui a vécu donc ces derniers jours à Auvers-sur-Oise. C'est là-dessus d'ailleurs qu'on va se centrer, les 67 dernières journées et un peu de nuit, ça dépend, de quelqu'un qui n'allait pas bien. Et Maurice Pialat ici prend le contre-pied de ce qu'on pourrait attendre d'un biopic habituel, logique pour un cinéaste qui n'a eu de cesse de prendre le contre-pied de certaines choses. Et si ce n'est pas son dernier film, je pense que c'est parce que, à peu près à la même époque, son fils aîné, qu'il fera une œuvre donc sur la relation père et fils, en faisant jouer son propre fils et en jouant lui-même le père, je crois, dans Le Garçu. Mais ça, j'en parlerai dans quelques semaines, quelques mois. Restons sur ce Van Gogh qui dure plus de 2h30, mais qui ne va se centrer donc que sur les derniers moments de l'artiste, quelqu'un qui ne va pas fort bien. Et ce dernier est interprété par Jacques Dutronc, ce qui est assez étonnant. D'ailleurs, ce n'était pas le premier choix, ça aurait dû être Daniel Auteuil, mais Dutronc n'étant pas spécialement acteur de métier, même s'il a fait d'autres métrages quand même, un peu avant et un peu après, ça donne quelque chose d'encore plus intense. Qui prennent un chanteur pour jouer un peintre, donc en tant qu'acteur de cinéma, moi ça m'amuse. Et en parlant de muse, c'est que Van Gogh, sur ses derniers jours, il en avait une en particulier, la fameuse Marguerite, fille de docteur, qui est jouée ici par Alexandra London, ou London, je ne sais pas comment on prononce, qui n'a pas eu la carrière qu'elle aurait mérité, qu'elle aurait dû probablement avoir par la suite, peut-être par choix, je ne sais pas. Bernard Lecoq est présent dans le rôle du frère Théo, et donc il y a pas mal de tensions entre lui et Vincent. Gérard Setti joue le docteur Paul Gachet. Citons aussi la présence d'Elsa Zilberstein pour l'un de ses premiers rôles, et qui joue une amie prostituée du peintre. Alors, Pialat, il ne va pas faire ici ce qu'on attendait de lui, comme toujours, comme souvent, ça, dans la mise en place d'une biographie cinématographique d'un artiste hyper connu, qui avait déjà été représenté au cinéma, notamment même américain, même par la suite, après, La Passion Van Gogh, d'un duo qui a fait l'excellent La jeune fille et les paysans, sorti l'année dernière. Là, certes, ça va parler d'art et de peinture, mais c'est une œuvre de cinéma qui va sonder un petit peu l'âme et l'entourage d'un peintre Van Gogh qui vient se ressourcer sur le papier à Auvers-sur-Oise, mais qui va y voir donc sa vie se terminer. Pas de spoil là-dessus, on sait comment ça va se terminer. Et Vincent Van Gogh, quand il débarque là, il essaye de continuer son art, mais c'est compliqué. Il va quand même tenter de le faire, notamment grâce à Marguerite, grâce à quelques paysages, mais on va surtout le voir dans sa folie, entre guillemets, même si celle-ci est représentée de façon diffuse, et le film en lui-même l'est, sur plus de 2h30, sans rentrer dans les clichés et avec beaucoup de subtilité. Et j'ai même envie de dire que, en soi, c'est l'œuvre somme d'un Pialat qui a toujours mis beaucoup de lui dans ses réalisations. Il y a pratiquement tout le temps une part autobiographique, de ce qu'il a vécu, de ses obsessions, etc., dans ses choix thématiques et dans ce qu'il a pu traiter, tout simplement. Et ici, c'est encore plus le cas, puisque Pialat, c'est un peu Van Gogh. Van Gogh étant lui-même à part dans son art, etc., difficilement saisissable, c'est l'histoire de la vie de Pialat, cinéaste, qui a toujours rebondi un petit peu là où on ne l'attendait pas, alors que pourtant c'était évident. Quand vous regardez ce Van Gogh, vous voyez les films de Pialat d'avant. Il y a Sous le soleil de Satan, qui est le précédent, c'est d'une évidence quasi précise sur le côté un petit peu mortifère d'une fausse photographie peut-être lumineuse, mais pas vraiment, ça dépend selon où on se situe, dans les cadres, dans les intérieurs ou les extérieurs. D'ailleurs, il y a deux chefs-op ici, dont un qui avait travaillé avec Bresson, à Creuset, mais qui n'avait pas travaillé avec Pialat avant,
peut-être pour soigner des ambiances pratiquement contradictoires ou qui se mélangent parfois, comme le mélange des couleurs ou le mélange des nuances, des teintes quand on fait de la peinture. Et Piala lui-même ayant fait des tableaux avant même de faire du cinéma, et probablement que Van Gogh fait partie de ses influences primaires. C'est pas pour rien qu'il a fait un court-métrage, Van Gogh, qui est disponible sur YouTube, sorte de court-métrage documentaire reportage sorti en 1965, et qu'il a mentionné la lettre de Vincent à Théo dans À nos amours. D'ailleurs, on y pense, À nos amours, le personnage de Marguerite, c'est pratiquement cela. Sandrine Moner aurait dû reprendre ce rôle, enfin jouer Marguerite, mais bon, là je ne le connais pas selon elle, donc elle a préféré laisser sa place. C'est passionnant ça. Enfin, bref, on va pas forcément faire des échos et des références à tous les films de Piala d'avant pour celui-ci, car ils y sont probablement tous présents d'une manière ou d'une autre. On pense évidemment aussi à L'enfance nue, ici c'est la fin de vie nue, le Van Gogh nu, mise à nu psychologiquement, avec ce côté un peu rebelle là. Voilà, hein, nous ne vieillirons pas ensemble aussi, il y a plein d'idées qui sont vraiment prégnantes, quoi. Mais sur le film en lui-même, nous avons quelque chose d'assez étonnant, sans l'être. Voilà, comme je le disais, Piala, on pouvait toujours être surpris, mais en fait, fallait pas trop l'être non plus, parce que c'est assez austère, hein, comme souvent, mais alors ça regorge de force. Et on est dans du pur cinéma, où tout est dans les détails, mais tout est évident. Par exemple, dans le montage, il y a des choses qui sont presque pour, j'allais dire, le spectateur lambda. Non. Mais si on ne fait pas attention, si on se laisse porter, on pourrait même trouver des choses qui ne vont pas. Mais il y a un travail. C'est toujours Yann 2D, hein, je crois, qui est derrière, mais avec d'autres, d'ailleurs, ils sont trois. Yann 2D qui est son monteur attitré depuis au moins Loulou, si je ne me trompe pas. Il y a un travail d'ellipse, voilà. Je développerai un point précis sur la fin dans une mini-zone spoiler. Faire une zone spoiler sur un film Van Gogh où on sait qu'il meurt à la fin, ok. Mais il y a des trucs sur la conclusion que j'ai envie de dire un peu à part. C'est-à-dire que il y a des choses qui auraient été montrées frontalement par 80% des réalisateurs faisant un biopic sur Van Gogh. Ici, non. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'ambiance, on attend un geste ou un truc, voilà, et paf, on l'a pas, on attend la scène qu'il faut, paf, on l'a pas, on a une ellipse et on a donc quelques instants après la conséquence de cela. Et on l'a plusieurs fois dans le film. Il y en a une, par exemple, où il a une arme à la main. Il y a un plan où il est isolé au milieu de la pièce sur sa chaise, plan fixe. C'est presque un tableau. De toute façon, il y a des tableaux dans le film. On ne représente pas forcément les tableaux de Van Gogh, mais Piala fait ses propres tableaux de la vie de Van Gogh qui crée ou qui est en déliquescence mentale. Et donc, il y a un moment où il a une arme, portée par un ancien légionnaire, là. Il est là, il contemple la mort. Bon, bah, évidemment, il ne va rien se passer, parce qu'il y a encore plus d'une heure de film à ce moment-là, mais on ne sait pas ce qui se passe au moment où il pose cette arme et tout, paf! Après, on le retrouve ailleurs. Il y a un moment de joie, de fête très festif. Paf, rupture, on le retrouve dans le train, complètement éteint. C'est assez étonnant, ça. C'est-à-dire que, je ne sais pas quel était le problème psychologique de Van Gogh. Il n'y avait pas eu de diagnostic précis à l'époque. Mais une forme de bipolarité dans le sens où, oui, des fois, il va pouvoir s'amuser et profiter de la vie avec les gens, avec Marguerite et tout, puis peu de temps après, paf, rupture, on le voit complètement isolé, seul, et ouais, déprimé des choses. Et le film joue là-dessus tout le temps. C'est un film de vie et de mort. C'est un film de rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose sur le papier. C'est-à-dire qu'il a beau être l'artiste qu'il est, eh ben, humainement et psychologiquement, il imagine être rien. Par exemple, pourquoi il est là, hein, pourquoi il vient à Auvers-sur-Oise. Il y a cette idée, voilà, qu'est-ce qu'il vient faire là? Il répond, en descendant du train, rien, oui. Il vient rien faire, si ce n'est peut-être peindre, ou pas, hein, c'est compliqué, mais on sait qu'il a beaucoup peint à l'époque. Voilà, il se, on va dire, contente du minimum, dans une petite auberge, en payant pas cher, bon, il y a des problèmes d'argent peut-être aussi. Et on voit après tout ce qui va se passer avec la relation avec le docteur Gachet, qui est entre le fan absolu et celui qui veut l'aider, mais il va avoir un diagnostic un peu conservateur. Sa fille qui est soi-disant libérale, là elle l'est vraiment, d'un père libéral, mais qui ne l'est pas tant que cela, lui fait le reproche. Enfin, il y a plein de jeux aussi. Il y a des petites, comme ça, des petites relations qui sont passionnantes entre certains personnages, le père et la fille. Marguerite, oui. Il y a un autre peintre à un moment qui débarque.
Van Gogh, il discute donc avec ce collègue qui lui reproche ses toiles et tout, qui ne sont pas assez, on va dire, amples. Enfin, en gros, on voit l'allégorie Piala, c'est Van Gogh, l'autre peintre, c'est un autre réalisateur, ou c'est, on va dire, les professionnels de la profession qui reprochent à Piala certaines choses ou pas, ou d'autres réalisateurs qui font les trucs autrement, plus à l'américaine peut-être à l'époque, et qui reprocheraient à Piala, Van Gogh de faire cela, et il y a une scène qui est évidente là-dessus. C'est-à-dire qu'il oui, il se prend pour Van Gogh, Piala, clairement. Et aussi dans son côté alternatif solitaire à part, artiste à part, et je pense que Piala avait clairement la conscience d'être un génie hein, là-dessus, même si des fois il refutait certaines choses et qu'il était difficile avec lui-même. C'est un personnage, lui aussi un peu à sa manière, entre guillemets bipolaire, entre guillemets, hein, par rapport à son art et à l'art en général. C'est pour ça que c'est extraordinaire, parce qu'il y a des échos et des dialogues tout le temps. Et donc je disais le montage, oui, la photographie aussi, les cadrages, la mise en scène en tant que telle, donc oui, on passe d'un tableau à l'autre. Et Van Gogh est lui-même le sujet du film, donc le personnage principal du tableau pialacien ou pialesque, vous faites ce que vous voulez en termes néologistes, on le voit en surcadrage. D'ailleurs, j'ai choisi une miniature exprès où Piala surcadre Van Gogh, qui est filmé de l'intérieur vers l'extérieur, au moment où il peint Marguerite jouant au piano à l'intérieur, où il peint, où il n'y arrive pas, parce qu'il est interrompu, parce que Marguerite en a marre de jouer, de prendre la pause. Et on voit la difficulté aussi de faire son art, c'est-à-dire qu'il est constamment embêté dès qu'il est posé pour arriver au bout. Au moment où il est dans la nature, Marguerite vient et ça l'embête, hein, pourtant il l'aime beaucoup. Et oui, il y a plein de choses. Et Piala aussi référence. C'est-à-dire que dans ces moments de vie, ben, je sais pas si c'est une référence directe, mais il y a des passages, j'ai envie de dire, communautaires, de chants, notamment le temps des cerises et tout, et de danse, etc., et presque une procession fanfare et tout, qui me rappelle le cinéma de John Ford. Je ne sais pas si Piala appréciait beaucoup John Ford, j'ai pas fait de recherche en ce sens, mais il y a un moment qui m'a clairement rappelé, alors je sais plus lequel c'est un des Ford, il en a fait beaucoup, voire plusieurs par an, hein, fin des années 30, début 40, peut-être le massacre de Fort Apache, où on voit donc un moment, une sorte de marche d'officier, une sorte de spectacle, quoi. Il fait durer ce plan-là, comme il fait durer avant des scènes de, oui, le temps des cerises et tout, des scènes de spectacle où on voit le docteur Gachet, où Gérard Setti lui-même fait ce qu'il faisait lui, au théâtre à une époque, enfin, il y a beaucoup... C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de choses où il injecte la vraie vie des acteurs aussi. Enfin, il injecte du réel dans son récit qui n'est pas un biopic totalement, ultimement réaliste. Il romance certaines choses aussi, certainement. Et il joue beaucoup là-dessus. Et il y a des passages, évidemment, comme à Paris et tout, ça s'amuse, qui pourraient faire référence... Alors, Folie bergère, je sais pas, French Cancan de Jean Renoir peut-être, parce que je pense à Jean Renoir, il y a un moment de déjeuner sur l'herbe et ou de passage près de la rivière, etc., qui me rappelle évidemment Partie de campagne. Et ça, c'est une évidence absolue. Et je sais que Piala aimait Renoir. Peut-être qu'il aimait les deux Renoir d'ailleurs, le père et le fils, peintre et cinéaste. Donc, il y a plein de choses là-dessus. Piala, il n'est pas forcément connu ultimement pour référencer le cinéma, parce que... il a aimé le cinéma, mais c'est pas le cinéphile total, c'est pas un Godard, un Truffaut, je dis ça hein, en mode cahier du cinéma critique, il l'a jamais été, mais bon, hein, c'est une nouvelle vague alternative, Piala, si on veut, hein, et depuis le début. Et donc là, on sent quand même des choses, mais il se référence lui-même, enfin il référence sa vie, il référence ses obsessions. Et quand on voit donc les cadres et les décors, vous allez penser, oui, Sous le soleil de Satan, on est dans l'écho, dans la suite. L'enfance nue aussi, quelque part, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de naturel, pratiquement tous ces films hors urbain, si vous voulez. Et La Maison des Bois, cette série dont j'ai parlé avec l'ami Nicolas, ex-Arthopodis, il y a des moments, tu as vraiment l'impression qu'il reprend les mêmes décors. C'est pas tourné au même endroit. Hein. D'ailleurs, c'est pas tourné à Auvers-sur-Oise. Hein. Assez étonnant. Je sais pas si c'est aussi une question de logistique et tout, mais il a délocalisé le tournage sur 2 lieux différents. Bon, bref. Mais c'est quand même bien reconstitué. Et il y a des moments où oui, vous avez les intérieurs et les extérieurs. Très La Maison des Bois, je vous conseille cette série. C'est une sorte de feuilleton, en fait. C'est une sorte de film de 7 heures. Hein. Je sais plus, 7-8 heures, mais bon. Vraiment à voir, quoi. Et... il y a ça, voilà. Et puis, bah oui, À nos amours est là, pour le personnage de Marguerite. Vraiment, c'est une évidence totale, la gueule ouverte, parce qu'il y a une fin, hein, aussi, qui renvoie à la mort.
Donc c'est assez passionnant. Alors spoiler, j'ai envie de dire rapidement parce qu'il y a quelque chose sur la finalité qui confirme le film en fait. C'est-à-dire que c'est une fois arrivé au bout que tu comprends encore plus que c'est un grand long métrage. Il va mourir, hein, Van Gogh, donc on s'attend à voir comment il crève. Désolé, j'utilise un terme direct, mais bon. La fin de l'agonie, si vous voulez. Sauf que, déjà avant sa mort, parce qu'il se met une balle visiblement dans le ventre, hein, on le voit se raser. On le voit se raser, on pense qu'il s'est quand même coupé l'oreille avant. D'ailleurs, c'est pas représenté dans le film, bon, parce que ça s'est pas passé là, mais c'est passé, je crois, je sais pas si c'est passé 2 ans avant, à peine, enfin je sais plus. Bon, temporellement, ça s'est forcément passé avant. Mais on le voit pas, son oreille n'est pas coupée. Alors, je sais pas s'il y a eu il s'est fait réparer, j'en sais rien, je ne connais pas la vie de Van Gogh à ce niveau-là. Mais bon, bref, on voit se raser, ce qui peut rappeler peut-être le moment où il s'est coupé l'oreille, je ne sais pas. Et derrière, paf, ellipse, on en revient à ce montage, on ne voit pas au moment où il s'est tiré la balle. On le voit contempler l'arme plusieurs fois dans le film, mais là on ne le voit pas. Il y a ça. Et le moment de sa mort est terrible. C'est-à-dire, il se retourne vers son frère et dit « j'ai faim ». Et scène d'après, c'est très brutal, mais très brutal. Scène d'après, il est retourné un peu sur le côté, il est mort. Son frère le constate, la caméra montre un petit peu la lucarne vers l'extérieur, un extérieur qu'on ne peut pas voir. Il est mort en huis clos à l'intérieur, dans un cadre qui n'est pas du tout propice à la peinture, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a ça, et puis après on décadre Piala sur son lit là, et on est vers la porte, il y a une chaise. Voilà, c'est le plan de la mort elle est là, quoi. Et on l'a même pas vu. C'est-à-dire qu'il avait faim avant de mourir, c'est-à-dire qu'il y a eu un élan de vie, parce que quand tu as faim, normalement, c'est que ça va mieux. Bah, paf, il meurt derrière. Très étonnant, ça. Peut-être qu'il s'est passé un jour entre les deux, on ne saura pas. C'est très, très, très spécial, ça. Et derrière tout ce qui se passe après, parce que après la mort de Van Gogh, le film continue. Le film aurait pu s'arrêter là, non. Puis là, il continue pour montrer que, autour de la mort, autour de ce rien de ces derniers jours, même si ce rien a été très rempli d'œuvres qui sont rentrées dans le Panthéon, le docteur Gachet, finalement, oui, sa collection, il la garde. Il y a ce discours, justement, avec Théo. Théo qui ne va pas être le marchand d'art que son frère lui reprochait. Pas mal de choses, il y a eu des disputes là-dessus. Bref, il y a cette discussion et il y a la vie qui continue. La vie qui continue de façon douloureuse pour la femme de l'aubergiste, Madame Ravoux, qui se fait mal aux pieds parce que le mari fait tomber une trappe dessus. La violence du truc, c'est une brutalité soudaine là, qui résonne comme le passage de Van Gogh à Auvers-sur-Oise. Ça a été brutal, ça a été plein de vie, mais après, ça s'apaise. Ça s'apaise et finalement, la douleur s'arrête comme la vie de Van Gogh s'est arrêtée. Il y a tout un truc là-dessus. Et ça se termine sur Marguerite. Et ça, c'est passionnant. Marguerite, qui est la seule à porter le deuil, qui n'a pas été l'amoureuse qu'elle aurait aimé être pour Van Gogh. Elle n'a pas pu le sauver, ni rien du tout. Enfin bon, bref, c'est une femme libérée et libérale, et qui a le dernier mot. C'est-à-dire que Piala, là, il montre la femme en dernier mot. Ça, c'est très important, et c'est rare, je pense, dans son cinéma, mais quand même pas tant que cela. Peut-être que dans À nos amours, je sais plus. Bon, bref. Et elle le dit, un jeune peintre qui représente d'ailleurs l'avenir, la vie continue, le jeune peintre débarque, d'ailleurs référence, il cite pas Van Gogh, mais c'est elle qui cite Van Gogh pour lui, c'est intéressant ça, qui a aimé une peinture qui représentait Don Quichotte. Tiens, Don Quichotte c'est Van Gogh là, c'est un peu de Don Quichotte contre lui-même, d'ailleurs dans le film, et elle le dit, la dernière réplique, face caméra, comme ça, enfin, on voit son visage, elle relève le voile, elle dit « c'était mon ami ». Double sens, son ami, oui, parce que c'est resté que de l'amitié, ou son ami, elle se l'approprie comme c'était mon petit ami, mon copain, mon futur promis, ou enfin, il y a quelque chose de fort là-dessus. Et elle passe quelque chose à ce jeune peintre, qui a cité plein de peintres, mais pas Van Gogh, mais là, boum, Van Gogh, quoi. Ouais. Van Gogh, t'inquiète pas, tu vas découvrir ses œuvres que le docteur Gachet a remisées dans sa collection. Et donc, voilà, ça poursuit. Je ne sais pas qui est ce dernier peintre. Est-ce qu'il y a eu peut-être historiquement un peintre qui est arrivé un peu après Van Gogh ou après à Auvers-sur-Oise, qui a poursuivi, on va dire, l'héritage, parce que forcément, ils se sont tous inspirés les uns les autres. Mais moi, j'ai trouvé que cette fin était passionnante. C'est-à-dire que, finalement, après la mort, il y a la vie. Et finalement, Piala, ça aurait pu être son dernier film, mais non, après, il y aura une vie, un héritage autre, Le Garçu. C'est intéressant, ça. Je ferme la zone spoiler. Désolé pour cette vidéo qui part dans tous les sens. C'est un film qui est difficile à analyser autrement, on va dire à chaud presque, parce que je l'ai vu la veille au moment où je fais cette vidéo, mais en impro. Il y a tant à dire, il y a tant à réfléchir sur un film qui paraît comme ça un peu voilà, austère. C'est pas bressonien, mais pas loin. Ça l'est moins en soi que Sous le soleil de Satan. Sous le soleil de Satan qu'il faudra que je revoie, parce qu'en soi...
je pense que j'aurais pu en ressortir beaucoup plus de choses. Je vous renvoie à ma vidéo d'il y a quelques semaines, mais peu importe. Ce qui est sûr, c'est que Van Gogh, oui, c'est un terme un peu galvaudé, mais l'œuvre somme de Piala, certainement, puisque de toute façon, Van Gogh le hantait depuis avant même qu'il fasse du cinéma, et avant même son premier long métrage, avec ce cours-là, donc sur le peintre. D'ailleurs, il y a des choses, hein, l'histoire de Van Gogh seul, la solitude, elle est là, quoi. Et c'est un film qui est assez atypique. Et des biopics comme ça, vous n'en verrez pas 10 000. C'est l'anti-biopic par excellence. Déjà, parce qu'on se concentre que sur les derniers jours, bon ça, d'autres biopics l'ont fait, mais qu'on ne met pas l'artiste en mode surhumain. Non, c'est un simple homme qui ne fait que passer et qui souffre. Mais dans sa folie, soi-disant, hystérie, hein, le père, le docteur Gachet, qui a l'air un peu à la masse hein, quand même sur certains diagnostics, on n'en voit rien, c'est-à-dire que c'est très contenu. Alors, il y a des petits moments de colère, notamment avec le frère, hein, mais c'est très très retenu. Il y a des moments de vie aussi, il y a vraiment des moments artistiques de chant et de danse et tout. C'est très très intéressant ça. C'est un film qui est passionnant sur beaucoup de points, qui n'est pas forcément facile à saisir après un seul visionnage, mais je suis content de vous en avoir parlé comme ça. J'ai ouvert des portes, comme je le fais souvent en intro cinécritique. À vous, en commentaire, d'approfondir plus. Vous avez le temps, vous pouvez écrire, de dire ce que j'ai mal dit ou oublié de dire, peu importe, et de rebondir sur ce que j'ai pu dire, tout simplement. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!